Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parcourir un sujet, un thème fort intéressant dans le cadre de votre stage de recyclage pour l'été 2023. J'espère que votre saison a bien démarré pour certains et que tout va bien pour vous et vos jeunes que vous coachez au quotidien. Rapidement, donc sans trop tarder, le thème que j'ai choisi s'intitule Comment les bulles sont-ils concédées? En fait, j'ai choisi ce thème-là parce que c'est un thème où beaucoup de statistiques sont ressorties afin de vous donner des indices pour que vous puissiez améliorer vos séances d'entraînement au quotidien. Donc, euh, Rapidement, je vais me présenter. Nabil Haned, responsable des gardiens de but pour l'Association régionale de soccer de Québec. Donc, un thème qui, selon moi, fort intéressant. On peut se placer, on peut le voir d'un angle d'entraîneur d'équipe, donc de joueur, mais en même temps, on peut le voir d'un angle d'entraîneur de gardien de but. Donc, selon votre rôle au sein de l'équipe, on va trouver cela très intéressant. Donc, rapidement, les statistiques que vous allez voir tout au long de la présentation ont été effectuées, analysées à partir de matchs de très haut niveau et niveau international et niveau domestique, donc quelques championnats locaux, dont la Bundesliga et la Première Ligue. À partir de là, des statistiques ont été ressorties et j'ai essayé de vous donner les faits saillants de ces statistiques-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je sais peut-être certains d'entre vous peuvent dire, OK, mais nous, notre niveau, ce n'est pas le très haut niveau, pas de trouble, pas de souci. Pour le moment, malheureusement, on n'a pas les statistiques pour le niveau dans lequel on est. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'analyse, beaucoup d'observations sur le terrain, etc. Ça prend vraiment des années, beaucoup de moyens surtout. Mais on a un repère, une référence par rapport à ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc oui, le haut niveau, le très haut niveau, ils font ça de cette façon-là, mais on va prendre ce qui va nous intéresser en fait. Je vous donne un exemple. On va parler des statistiques sur les centres aériens. C'est sûr que si vous coachez du 14 féminin, est-ce qu'il va y avoir autant de centres aériens? Je pense que non. Donc à ce moment-là, certains chiffres, on va les prendre avec une certaine retenue pour se mettre justement au niveau dans lequel on coach. OK? Donc, ce qu'on va voir, on va voir premièrement dans quelles zones les buts sont marqués, à partir de quelles zones les passes sont effectuées, très important. Partie du terrain où les centres sont effectués, les buts concédés à partir de quelle phase de jeu, nombre de touches de balle avant de marquer. On va parler un peu des erreurs liées au gardien de but, même si cela ne vous intéresse pas, à moins que vous êtes spécialisé dans le spécifique gardien de but, mais très important d'avoir une idée. Puis après, comment les buts sont marqués sur des situations standards, telles que les corners, les coups francs directs, indirects, etc. Puis on va passer une petite conclusion, un petit travail à faire, un petit travail de réflexion en fait. Donc, premièrement, à partir de quelles zones les buts sont marqués. Ça, c'est très important, même si vous le savez, je suis convaincu que la majeure partie des buts qu'une équipe marque ou qu'une équipe encaisse sont dans la zone centrale. Donc, vous avez ici 6 zones en fait. Ça va vous donner une bonne idée. Donc, à quel endroit exactement on peut déjà mettre en place des exercices ou le dernier tir, la dernière séquence de votre exercice doit finir. Donc, ici, sur le graphique qu'on a ici, donc vous voyez bien que naturellement, la plupart des buts, environ 25%, sont marqués dans la zone 1, donc c'est la zone des 6 mètres du gardien de but. La zone 2 vient tout juste après avec un chiffre un peu plus élevé, 28%. La zone 3, donc c'est de 11 à 16 mètres environ, donc c'est de là vers la surface de réparation, cette zone-là, environ 23% de buts. Donc vous voyez bien que déjà dans l'axe, entre la zone 1, 2, 3, si on compile, c'est plus que 75% des buts sont marqués dans l'axe de la surface de réparation. Donc la conclusion ici immédiate, c'est de bien travailler dans cette zone-là. Donc essayez le plus souvent que vos ballons
arrive à ce niveau-là, dans ces zones-là, pour conclure, pour finir dans le but. Donc, si en contrepartie, je suis entraîneur de gardien de but, eh ben, beaucoup de mes exercices, les ballons vont être placés dans ces zones-là, 1, 2, 3. OK? Donc, surtout 1 et 2, où j'ai mis ici, comme vous le voyez, zone 1, 2, plus que la moitié, un peu plus que la moitié, sont marqués à partir de cette zone-là. Dans la zone 5, entre la surface de réparation et 20-21 mètres environ, bien sûr, c'est approximatif un peu en chiffres, mais pour avoir un repère, environ 9,5% de buts sont marqués là. Sur les côtés, sur les flancs, que ce soit à droite ou à gauche, environ 12,5%. Et comme vous le voyez bien, à partir de 21 mètres et plus, donc à partir de 21 mètres, le pourcentage il est réduit à 1,6%. Est-ce que ça veut dire qu'on ne frappe pas de loin aux entraînements? Oui, mais est-ce qu'on passe 80% de notre temps à frapper à partir de ces zones-là? Je ne penserais pas que ce soit l'idéal, sachant que statistiquement parlant, le taux de réussite est d'environ 1,6%, ou bien le nombre de buts marqués, statistiquement parlant, est de presque 2%. Donc, c'est quand même très, très infime. Okay? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas frapper de loin. Donc, vous avez la zone 1-2, surtout, et, qui récolte la montée des buts marqués. Okay? Donc, vous voyez bien que la zone axiale du terrain où les buts sont le plus marqués. Donc, ça, c'est concernant où sont marqués de où, à partir de où. Ce qui est important aussi, c'est que, comme vous le savez bien, je ne vous apprends rien, il y a souvent une passe avant de conclure dans le but. Donc ici, c'est très, très intéressant de voir de quel côté proviennent les passes. Est-ce que c'est de l'axe du terrain? Donc ici, comme vous le voyez, j'ai oublié de le mentionner, sur un terrain, quand on le découpe de façon longitudinale, vous avez 5 couloirs. Vous avez le couloir central, vous avez les 2 couloirs interne, intérieur gauche, intérieur droit, et vous avez les couloirs extérieurs, le couloir extérieur gauche et le couloir extérieur droit. Donc vous voyez bien que bon nombre aussi vient de la partie axiale, de cette partie-là et de cette partie-là. Là, on a regroupé les zones par rapport à tout à l'heure. Et bon nombre aussi vient de ces 2 zones-là. Là, il y a aussi beaucoup de passes en retrait. On parle beaucoup de passes en retrait dans cette zone-là. Et vous voyez bien que le côté droit ou gauche, il y a quasiment une égalité des passes provenant de ces deux côtés-là. Est-ce que nous, dans notre réalité, sachant qu'on a beaucoup plus de droitiers que de gauchers, est-ce que le nombre de passes provenant du flanc droit, du côté droit, est supérieur au côté gauche? Certainement, peut-être, reste à vérifier. Et, donc, on prend ces chiffres-là pour voir et savoir d'où proviennent les passes. À partir de centre maintenant, c'est quasiment le même exercice. Comme vous le savez, donc il y a des buts qui sont marqués à partir de centre aérien, bien sûr. C'est sûr, en fonction du niveau de jeu, de l'âge aussi, les centres peuvent être en grande quantité ou non, mais c'est très intéressant de voir c'est quoi le pourcentage. Donc, à partir des couloirs extérieurs droits, donc on a un pourcentage quand même assez élevé. Si on est sur le côté gauche, dans cette zone-là, plus précisément, 19% environ et 20% environ. Donc, c'est très important, c'est très révélateur pour vous de faire des centres à partir de ces zones-là. OK? Donc, regardez bien le couloir extérieur gauche. J'ai mis partie 1, partie 2. Donc, très intéressant d'avoir ce chiffre-là pour justement, si vous voulez effectuer des centres et conclure à la fin de vous mettre dans ces zones-là. Et bien sûr, le couloir central, on arrive à centrer à partir de ce couloir-là parce que vous voyez bien que le chiffre qu'on récolte est aux environs de 18%. Maintenant, la phase de jeu, à partir de quelle phase de jeu les buts sont concédés? Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la passe domine en fait le geste technique qui précède le but et la passe. Donc, j'imagine que oui, on fait frapper au but en ayant des ballons arrêtés, mais il est très important de recréer les situations. C'est ce que j'avais mis d'ailleurs ici, recréer les situations de jeu pour travailler de façon très efficace. Donc, vous voyez bien que la passe prend quasiment la moitié des buts qu'on marque. Donc, très important quand vous faites un exercice de faire
euh, précéder un peu avant de conclure dans le but par une passe. Okay? Après, il y a un centre, quand but de balle, etc. Mais c'est vraiment la passe qui prend quasiment la moitié des buts concédés. Donc, très important. Et bien sûr, considérer le reste quand vous allez travailler durant vos séances d'entraînement. Là, un indice aussi très, très important, très intéressant, à savoir le nombre de touches de balle avant de conclure, avant de marquer un but. Donc, les statistiques le démontrent ici. Vous voyez bien qu'on marque environ 70% du temps après une touche de balle. Et ça, c'est vraiment révélateur et très intéressant. D'ailleurs, si je me place en tant qu'entraîneur de gardien de but, souvent, quand l'attaquant frappe sur une touche, le gardien est souvent pas prêt, pas sur ses appuis. C'est pour ça que quand on frappe de façon instantanée, donc sur une touche, le gardien est mal pris parce qu'il n'a pas le temps de se mettre sur de bons appuis, donc être en équilibre afin d'intervenir de façon efficace. Ici, quand vous le regardez, une petite erreur, une petite coquille. Donc, après deux touches de balle, 17% environ, et après trois touches de balle, 13% environ de buts marqués. Donc, ce que j'ai marqué ici en relief, on remarque en bas l'importance de limiter le nombre de touches de balle dans le travail face au but. Donc, par moment, c'est très intéressant de dire à vos jeunes de limiter à deux touches, voire une touche de balle, maximum trois touches, mais bien sûr, on va aller avec le niveau de jeu dans lequel vous coachez. Donc, si vous avez des joueurs qui ont de la misère à maîtriser le ballon, est-ce que c'est réaliste de frapper en une touche de balle? C'est à vous de voir honnêtement. Donc, l'importance de s'adapter par rapport au niveau de jeu, par rapport à la catégorie dans laquelle vous coachez. Donc, très important. Mais il est très, très important et très utile de vous annoncer, de vous montrer que marquer sur une touche de balle, c'est quelque chose de très, 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 très intéressant. Donc, on avance dans le sujet. Maintenant, j'ai mis un peu les buts encaissés suite à des erreurs de gardien de but. Donc là, on se positionne comme gardien de but. Donc, il y a des ballons qui sont inarrêtables. Donc, il y a des buts qu'on ne peut pas arrêter, qu'un gardien de but ne peut rien faire. OK, mais il y a aussi des buts que le gardien y est pour quelque chose et les erreurs peuvent être de plusieurs ordres. OK, donc là, le premier en jaune, comme vous voyez ici, et comme vous le voyez ici dans le cercle, les parts sont quasiment égales. Donc, environ 22% reliés ou liés à la position de base. Donc, la position de base, c'est quoi? C'est-à-dire que prendre une posture en fonction du porteur de ballon. Et je vous donne un exemple. Si le joueur se trouve sur le poteau de corner, donc la posture du gardien de but est différente que si le joueur est à 2 mètres du gardien de but, le porteur de balle. Donc à ce moment-là, sur un corner, le gardien est haut et son orientation du corps est en diagonale par rapport au tireur. Donc il a un pied qui est dirigé vers l'intérieur du terrain, un pied qui est dirigé, orienté vers le ballon. Alors que, inversement, si le porteur de ballon est à 2-3 mètres, à ce moment-là, le gardien va adopter une autre posture, une autre position de base. Donc, il va baisser son centre de gravité pour aller vite au sol dans une telle situation. Donc, environ 22% sont liés à une mauvaise position de base de gardien de but. La technique, environ 27%. Donc, des erreurs concédées, environ 27%. Exemple, un centre aérien, le gardien, au lieu de boxer le ballon pour, pour faire disparaître le danger hors de sa surface, éloigner le danger, pardon, donc il préfère capter le ballon, mais il le relâche. Donc ça, c'est considéré comme une erreur technique. Un gardien de but qui relâche un ballon et il y a un joueur qui suit et qui le met à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est une erreur technique. La prise de décision aussi, environ 23%. Donc la prise de décision, c'est comme pour un joueur de chance, c'est-à-dire que la prise de décision a été erronée ou bien altérée par des éléments externes, le mouvement des joueurs, le stress, etc. Euh, plein de choses peuvent altérer une bonne prise de décision, donc qui représente 23% des buts encaissés. Et aussi, un des plus gros pourcentages est lié aussi relié au positionnement du gardien de but. Donc le positionnement, exemple, le gardien se trouve trop bas par rapport au ballon qui est très haut. Là, l'équipe adverse récupère le ballon, contre-attaque,
elle joue dans le dos de vos défenseurs, de votre ligne de 4 ou 3 défenseurs. Et le fait que le gardien est mal positionné par rapport au ballon, ben, l'attaque adverse, l'équipe adverse prend le dessus et peut marquer un but. Donc un positionnement, ou ce qu'on appelle dans un autre langage, l'orientation du gardien de but dans son but ou dans l'espace. Donc c'est ce qui explique un peu ça. Les buts, les erreurs dues à un manque d'organisation du gardien de but sont vraiment très, très, très petits. Je dirais pas négligeables, mais très, très minimes. Donc, l'organisation du gardien de but. Donc, exemple, je commande mes joueurs, je fais un rappel, je demande à mes joueurs de replier, d'aller presser le porteur ou d'aller cadrer le porteur. Donc, si le gardien de but ne commande pas ses coéquipiers ou coéquipières, à ce moment-là, on peut encaisser des buts, mais vous voyez bien que le pourcentage relié à ça, il est vraiment faible. Donc, même si on a un gardien qui ne parle pas beaucoup, ce n'est pas très intéressant. J'en conclus, il n'y a aucun souci avec ça. Sauf que s'il n'organise pas sa défense, pardon, le pourcentage attribué à ça est quand même assez minime. Si on veut aller dans le vif du sujet par rapport aux erreurs de gardien de but et des 5 principes, donc là, on va aller vraiment dans l'aspect technique et tactique. Donc la technique de base, quant à elle, représente 12%. Le 1 contre 1, donc le gardien de but est défait dans les duels 1 contre 1. C'est pour ça que c'est très intéressant d'en travailler beaucoup dans vos séances d'entraînement. Ce n'est pas un exercice que les gardiens aiment beaucoup parce qu'ils sont souvent livrés à eux-mêmes et sortir corps et âme face au porteur de ballon. Et des fois, c'est physique, surtout quand vous avez un gardien et qu'il y a 20 gardiens qui défilent à tour de rôle. Le gardien, généralement, n'a pas un temps de repos. Donc, très important de faire attention si vous voulez travailler le 1 contre 1 de façon efficace, de le faire par vague et de penser au gardien de lui donner un petit temps de répit pour qu'il puisse travailler de façon efficace et qu'il garde sa fraîcheur physique le plus longtemps possible. Pousser de la jambe, donc pousser de la jambe, exemple, si je plonge côté gauche, je dois pousser avec ma jambe gauche et inversement aussi du côté droit. Donc, des fois, il y a une mauvaise poussée, je ne pousse pas assez. À ce moment-là, je suis loin du ballon et j'encaisse. Centre et gestion de la profondeur, donc très important de travailler sur deux aspects-là. Oui, si vous avez un entraîneur spécifique, ça va être intéressant, mais ces deux aspects-là, on les travaille beaucoup en intégré, donc avec le groupe de défenseurs ou d'attaquants défenseurs ou avec l'équipe au complet. Donc, gérer la profondeur, ça commence bien sûr durant les séances d'entraînement. Relance et jeu au pied. Donc là, comme vous le voyez, le pourcentage relié statistiquement parlant dans ce niveau de jeu-là est de 0%. Il n'y a aucune situation où le gardien a encaissé un but suite à une mauvaise relance à la main ou au pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, le gardien de but doit être intéressant au pied, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est exigeant, on l'exige de plus en plus, mais une erreur qui est attribuée directement à une perte de ballon suite à un jeu au pied ou une relance au gardien, elle est vraiment minime. Donc oui, le gardien, on le voit à tous les niveaux, à niveau universitaire, semi-pro, ici au sport-études, on le voit que les gardiens perdent des ballons, ils font de mauvaises passes, mais combien de buts directement inscrits suite à ces mauvaises passes ou indirectement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, oui, il faut travailler au pied avec les gardiens, mais l'erreur imputée directement à une erreur au pied est vraiment infime. Okay. Maintenant, le but concédé suite à des situations standards, comme vous le voyez bien sûr, il y a les pénaux, il y a les corners, donc c'est très intéressant de voir ces statistiques-là pour travailler en conséquence. Il y a quand même une partie, très petite partie liée à des buts concédés suite à des touches. Honnêtement, il y a des équipes, que ce soit dans le très haut niveau ou même dans un niveau autre, tel que, je vous donne un exemple, niveau universitaire. Les Patriotes de l'Université de Trois-Rivières, ils ont un joueur, honnêtement, dans l'équipe masculine qui excelle avec ça. Donc, à chaque touche, c'est quasiment une action dangereuse. Donc, tout le bloc adverse, toutes les équipes se dressent derrière en conséquence. Même moi, je demande à mon gardien de but d'être un peu plus haut pour aller chercher le ballon dans les airs. Et croyez-moi que souvent ça atterrit dans la surface de réparation. C'est soit action dangereuse ou ça conclut avec un but. Donc, par moment, il faut pas négliger ça, mais vous le voyez bien que le pourcentage
de buts concédés suite à des touches, il est vraiment, vraiment petit. OK? Donc, on a d'autres statistiques sur lesquelles vous pouvez voir. Donc là, ce qui met fin à cette petite intervention, j'espère que ça va vous aider à, à, à mettre de l'ordre un peu dans vos séances d'entraînement. Je suis persuadé et certain que ces chiffres-là ou ces notions-là, vous les connaissez déjà, j'ai aucun doute. Mais des fois, on a besoin de remettre de l'ordre, on a besoin de chiffres pour dire, OK, je travaille ça en priorité, ça en priorité, après en deuxième priorité, en troisième priorité. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger ce que vous faisiez depuis le début, mais des fois, des petites formations comme ça nous donne quelques idées qu'on sait déjà et que pour X raisons, on ne prend pas trop en considération. Alors, si ça peut vous être utile, je serais vraiment content. Au début des slides, donc, comme vous le voyez, j'ai laissé mon courriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me fera vraiment plaisir de vous aider. Donc, comme je l'ai dit au début, cette petite intervention va aider vous, entraîneurs d'équipe, de joueurs, ou bien si vous êtes dans la peau d'un entraîneur de gardien de but aussi, c'est très intéressant de savoir à partir de quelle zone je dois frapper, à partir de quelle zone je dois centrer pour être le plus efficace possible. Bien sûr, comme je l'ai dit tout au début, je me répète, je sais, en fonction du niveau dans lequel vous êtes, vous allez vous adapter parce que certaines choses ne seront pas applicables dans votre niveau de jeu ou votre catégorie. J'ai cité au début les centrariens. Si vous êtes avec un U13, U14, donc on va voir certainement moins de centrariens. Donc pour bien finir, j'aimerais bien que vous fassiez ce petit travail d'analyse. Donc si vous avez, suite à cette petit travail que je viens de partager avec vous, est-ce que vous donnez 3 pistes de solutions que vous allez introduire au quotidien dans vos séances? Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez changer ou comment vous allez améliorer en apportant 3 pistes de solutions à votre quotidien? Donc, si vous avez des questions, écrivez-moi, mais je pense que vous êtes en mesure d'en ressortir au moins 3. Si vous êtes capable d'en ressortir 4, 5, eh bien, faites-le et envoyez le travail à Kevin. Je pense qu'il va, dans une autre vidéo, il va vous donner le contenu exact de tout ça. Donc, sur ce, pour ceux qui ont commencé la saison, je vous souhaite une bonne saison d'été. Ceux qui n'ont pas commencé encore, donc bonne saison à vous aussi. Comme je le dis à chaque fois, vous faites un travail incroyable auprès des jeunes. Ne lâchez pas. Là, une des façons d'être utile, c'est de se former, c'est de prendre des informations à droite et à gauche, parce que plus on est formé, plus on se sent utile. Et c'est ça, en fait, la chose qui va nous garder motivés tout le long des saisons. Parce que sans vous, honnêtement, il ne peut pas y avoir de saison, il ne peut pas y avoir d'équipe, il ne peut pas y avoir de sport, de soccer. Donc, les jeunes seront encore une fois mis de côté. Donc, bravo pour tout ce que vous faites depuis très longtemps. Ou si vous commencez, bravo, bon courage, bonne saison à tout le monde et à très bientôt. Et merci.